Au XIIIe siècle, le continent eurasien chancelait sous les assauts de l'Empire mongol, dont les conquêtes s'accompagnaient d'une barbarie encore jamais vue dans l'histoire. En Europe, les croisades se poursuivaient tandis que se succédaient les tragédies. À l'Est comme à l'Ouest, l'humanité connaissait bien des épreuves. Vers cette époque, l'esprit scolastique régnait en maître dans la chrétienté, tandis qu'à l'Est, au Japon en particulier, un changement s'opérait dans le monde du bouddhisme, marquant ainsi une période de réforme dans l'histoire de cette religion. De nos jours, le mouvement bouddhiste s'est globalement étendu à mesure que se poursuivent les échanges culturels entre l'Est et l'Ouest, mais ses origines remontent aux réformes du XIIIe siècle. Que penser du fait que les réformes spirituelles, d'où certains mouvements ont tiré plus tard leurs idées et leurs forces, soient nées à une époque où l'Est et l'Ouest vivaient des jours tragiques? On devrait d'ores et déjà comprendre que la base des réformes réalisées au Japon était le respect fondamental que l'on accordait à la vie humaine. Parmi les réformes bouddhiques de l'Est, ce furent les idées et la pratique enseignées par Nichiren Daishonin qui éveillèrent l'esprit originel du bouddhisme et qui assurèrent un important pouvoir régénérateur puisqu'elles héritaient du courant légitime issu de la source originelle du bouddhisme en Inde. Nous allons définir les idées de Nichiren Daishonin tout en retraçant sa vie tumultueuse. Nichiren naquit dans un village de pêcheurs le long de la côte pacifique, de l'autre côté de la péninsule Bozo, dans la baie de Tokyo, dans la province d'Awa. Son lieu de naissance est situé dans l'actuelle préfecture de Chiba, contiguë à Tokyo. Son père était pêcheur, il s'appelait Mikuni no Tayu, ou Nukina Shigetada, et sa mère Umegiku Nyo. Nichiren naquit le 16 février 1222. Une histoire se rattache à sa naissance. Nous la connaissons par Nikko Shonin, son successeur direct, qui la tenait lui-même de Nichiren. On peut la lire dans le Gosho Zenshu, œuvre complète de Nichiren Daishonin, compilée sous la direction de Nishiko Shonin et publiée par la Soka Gakkai. L'ouvrage n'existe pas encore en français. Donc on le trouve dans le discours sur la naissance, Ubuyu Sojo no Koto. Cette histoire raconte qu'Umegiku, la maman de Nichiren, une nuit eut un songe. Assise sur le mont Hiei, centre du bouddhisme à cette époque, elle se lavait les mains dans l'eau du lac Biwa quand elle vit le soleil se lever derrière le mont Fuji à l'est. Elle l'étreignit tandis qu'il se perdait dans son sein. Quand elle raconta son rêve à son mari, il lui fit part à son tour du songe mystique qu'il avait eu lui-même. Le bodhisattva Akasagarbha, Kokuzo en japonais, avait un bel enfant assis sur son épaule et lui avait dit « Ce petit enfant est le bodhisattva Visistakaritra, Jogyo, et il deviendra plus tard le grand maître qui sauvera l'humanité pour l'éternité. Je te confierai cet enfant. » Umegiku fit un autre rêve la veille de son accouchement. Elle était debout au sommet du mont Fuji et voyait tous les mondes alentour ainsi que les trois phases de la vie, le passé, le présent et l'avenir. Les divinités célestes, Brahma, Bonten, et Indra, Taisaku, descendirent et exprimèrent leur joie en proclamant « Celui qui est à la fois le Bouddha du temps sans commencement et le Bodhisattva Visistakaritra va bientôt naître. » Le roi dragon ainsi que le dieu dragon apportèrent de l'eau pour le premier bain. Quand ils éclaboussèrent le monde entier, tout brilla d'une couleur or tandis que les plantes se mettaient à fleurir et à porter des fruits. Après l'accouchement, tandis qu'Umegiku était assoupie, elle entendit les divinités proclamer 3 fois en chœur « Merveilleux, enfants Zenichi, le maître Shakyamuni dans la dernière période de la loi ». Puis elles se retirèrent. Tous ces récits sont évidemment teintés de mysticisme. Il est probable que Nichiren les tenait de sa mère et qu'il les relata à son tour à Nikko Shonin. Le discours sur la naissance fut traditionnellement transmis en secret. Il n'était pas considéré comme un écrit destiné à être lu par tous.
Peut-être ne fut-il pas rendu public avant d'être inclus dans la compilation du Gosho. Le fait de l'introduire ici ne prétend pas obliger à croire qu'il existe une prophétie sous forme de rêve, une raison mystique de vénérer Nichiren. Cette histoire qui entoure sa naissance ne peut représenter une analyse raisonnée. Ce sont plutôt la pratique à laquelle il se livra vraiment, la vie qu'il vécut et les actions qu'il accomplit, toutes ces réalités objectives qui prouvent la noblesse et la grandeur de Nichiren. C'est de ce point de vue qu'il se plaça lui-même dans ses écrits. Ses parents le nommèrent Zenichi Maro. Zenichi signifie « soleil radieux » et Maro était le nom japonais désignant habituellement un petit garçon à cette époque. Il n'existe aucun document véritable sur la petite enfance de Nichiren. À l'âge de 12 ans, Zenichi Maro entra au temple Seishoji, temple bouddhiste de tradition prestigieuse de la province d'Awa. Il devint disciple de Dozenbo, le supérieur du temple. Rien n'indique qu'il eut des frères et sœurs. Qu'un simple pêcheur confie son unique enfant à un temple afin qu'il étudie montre que ses parents plaçaient de grands espoirs en lui. Les épisodes oniriques ont été mentionnés, au risque de sembler par trop mystiques, afin de donner un témoignage quant aux raisons pour lesquelles Nichiren fut envoyé au temple pour y étudier. Il n'était évidemment pas exceptionnel à cette époque qu'un pauvre pêcheur envoyât un de ses enfants au temple pour qu'il devînt moine. Cela arrivait en général quand les parents avaient trop d'enfants à élever. On peut donc penser que c'était inhabituel pour une famille n'ayant qu'un seul enfant. Il devait y avoir une grande confiance dans le cœur des parents de Zenichi Maro quant à sa mission envers le bouddhisme et le peuple, et dont ils avaient eu l'assurance dans leurs rêves. Le temple Seishoji a une longue histoire. Il fut construit au milieu du 8e siècle. Son premier objet de culte fut le bodhisattva Akasagarbha, ou Kokuzo. Il appartint par la suite à l'école Tendai Oke, que Dengyo le Grand avait fondée. Mais comme cette école elle-même se rapprocha du bouddhisme Shingon vers le milieu du 9e siècle, le temple Seishoji, situé dans une région de l'Est, suivit et adhéra également aux croyances Shingon. Plus tard, tandis que l'école Jodo, dirigée par le moine Honen, dominait le Japon tout entier au début du XIIIe siècle, le temple Seishoji subit, avec d'autres temples, son influence. Donc, au moment où Nichiren alla étudier au temple Seishoji, on y pratiquait déjà le Shingon et le Nembutsu, tout en gardant les traditions de l'école Tendai. On ne devrait pas mettre sur le même plan les temples bouddhistes de cette époque et ceux de nos jours. À cette époque-là, c'étaient les moines qui enseignaient à lire et à écrire dans les temples. Et ces derniers étaient presque tous, en premier lieu, des institutions d'enseignement. Ce que Zenichi Maro apprit au temple furent très probablement les principes de base de la lecture et de l'écriture. Néanmoins, ce qu'il étudia au temple n'exclut pas entièrement la pratique bouddhique. Peut-être lui enseigna-t-on à psalmodier le nom du Bouddha Amitabha, la pratique la plus facile, et il a dû l'observer. C'est probablement à cette période qu'il fait allusion quand il écrit dans la lettre de Sado, datée du 20 mars 1272, « Nichiren devint un moine du Nembutsu dans cette vie, et, pendant plusieurs années, se moqua de ceux qui pratiquaient le Sutra du Lotus. » Tout au long de sa vie, son attitude envers la foi semble avoir été extrêmement sincère. Comme il le dit lui-même dans une lettre qu'il envoya à Shijo Kingo en 1277, Nichiren n'a jamais prié pour obtenir des choses matérielles dans cette vie, et cela depuis son enfance. Il a toujours cherché à devenir Bouddha. Sa sincérité le conduisit à se faire moine sous la direction de Dozenbo et à choisir une vie consacrée au bouddhisme. Bien que les écoles Tendai, Shingon et Jodo aient coexisté au temple Seishoji, celui-ci transmettait encore les traditions de l'école Tendai dont il était issu. C'était donc la doctrine de l'école Tendai Oke, établie par Tientai, Miaole et Dengyo, que les moines étudiaient avec le plus de ferveur. Cela est prouvé dans une lettre envoyée plus tard au temple, adressée à un disciple plus âgé que lui, Gijobo, dans laquelle Nichiren Daishonin cite principalement des passages tirés des œuvres de Tientai et de Miaole. Le 8 octobre 1237, Zenichi Maro, en prenant la tonsure, commença officiellement sa vie de prêtre, consacrée à la pratique et à l'étude du bouddhisme. Il avait alors 16 ans.
La scène se passait au temple Seishoji, sous la direction du moine Dozenpo. À cette époque-là, au Japon, on considérait que les hommes avaient atteint l'âge adulte à 16 ans. Dans les familles de samouraïs, les hommes qui atteignaient l'âge adulte observaient la cérémonie du port de la toge virile, appelée Genpuku en japonais, et remplaçaient leur nom d'enfant par celui qui convenait à un samouraï. De même, quand ils atteignaient l'âge adulte, à 16 ans, ceux qui vivaient dans le monde du bouddhisme pouvaient librement choisir soit de mener la vie monastique, soit de réintégrer leur famille pour une vie de laïc. Même si un enfant avait été placé au temple par la seule décision de ses parents, quand cet enfant atteignait l'âge d'homme, il était libre de décider de devenir moine ou non. Et si un homme avait choisi de devenir moine à l'âge mûr, il pouvait encore revenir à la vie laïque plus tard, si sa situation ou sa décision changeait. Quoi qu'il en soit, Zenichi Maro décida de mener définitivement la vie de moine et prit le nom de Zeisho Bo Rensho. Zeisho signifie être né ici. Le caractère chinois Z comporte 3 racines, signifiant respectivement la personne, Su et le soleil. Le discours sur la naissance dans le Gosho Zenshu nous apprend le sens profond de ce caractère. Rensho signifie qu'une fleur de lotus pousse. C'est de là qu'il tira plus tard le nom de Nichiren, quand il révéla sa doctrine à l'âge de 32 ans. Compte tenu du sens profond que renferme son nom et ses prédispositions personnelles, nous pouvons remarquer que Nichiren Daishonin n'aurait jamais pris à la légère la décision de se faire moine, malgré la possibilité de reprendre la vie séculière. Il a dû y réfléchir très profondément. Une fois devenu moine, il se trouva dans l'impossibilité d'observer les principes de la piété filiale que la coutume exigeait. Rensho a dû être très peiné d'être séparé de ses parents qui vieillissaient dans une maison sans autre enfant. Néanmoins, son choix de renoncer au monde séculier semble indiquer qu'il avait profondément conscience de la mission qu'il devait accomplir dans le monde du bouddhisme. Une lettre qu'il adressa à ses plus anciens disciples au temple Seishoji en janvier 1276, à l'âge de 55 ans, peut sans doute servir à expliquer les événements qui eurent lieu juste avant la cérémonie de tonsure. Il écrit « J'ai reçu une grande sagesse du Bodhisattva Akasagarbha, Kokuzo. Il a dû ressentir de la compassion devant la prière que je lui ai adressée, devenir l'homme le plus sage du Japon. J'ai reçu un grand joyau, aussi brillant qu'une étoile, sur ma manche droite, tandis qu'il m'en faisait don. Depuis, j'ai étudié tous les sutras bouddhiques et j'ai presque pris conscience de leur supériorité et de leur infériorité, aussi bien que de celle des 8 écoles. » Il affirme la même chose dans Sur Zenmui Sanzo, qu'il envoya à ses premiers disciples au temple Seishoji en 170, à l'âge de 49 ans. Moi, Nichiren, réside au mont Kiyozumi, situé dans le village de Tojo, dans la province d'Awa. Depuis mon enfance, j'ai prié le Bodhisattva Akasagarbha afin de devenir l'homme le plus sage du Japon. Le Bodhisattva m'est apparu sous la forme d'un véritable moine et m'a fait don d'un joyau de sagesse aussi brillant qu'une étoile. En conséquence, j'ai compris les canons des écoles Zen et Nembutsu, ainsi que ceux des 8 écoles bouddhistes du Japon. Nichiren Daishonin a également relaté la période antérieure à sa vie de moine dans un récit intitulé « Réfutation de Ryokan et d'autres prêtres », dont la date et le destinataire sont inconnus. Il écrit « Non seulement j'ai cherché à m'instruire depuis mon enfance, comme je l'ai déjà raconté, mais j'ai aussi commencé à prier à l'âge de 12 ans le grand Bodhisattva Akasagarbha afin de devenir l'homme le plus sage du Japon. Il y a des raisons profondes à mes prières, mais je ne peux les exposer en détail ici. Après, j'ai d'abord écouté les écoles Jodo et Zen, puis j'ai étudié au mont Iei, au temple Honjoji, au mont Koya et dans d'autres temples dans les régions de Kyoto et dans les campagnes avoisinantes. Tout en étudiant alors les enseignements d'autres écoles et ceux de la mienne, il m'était difficile de clarifier mes Selon ses dires, Nichiren Daishonin semble ne pas avoir trouvé ce qu'il cherchait, bien qu'il priât le Bodhisattva Akasagarbha à l'âge de 12 ans et qu'il étudia plus tard à Kamakura et à Kyoto. Le sens de cet écrit est complètement différent de celui des 2 premiers dans lesquels il disait avoir reçu un joyau de sagesse et compris les enseignements des autres écoles. Toute vraisemblance, il pria d'abord le Bodhisattva Akasagarbha à l'âge de 12 ans, mais à 16 ans, il comprit qu'il avait reçu ce qu'il appelle un joyau de sagesse.
Plus tard, lors de son exil à l'île de Sado, il écrivait dans la lettre de Sado: « Puisque Nichiren lui-même fit des calomnies dans le passé, il devint prêtre Nembutsu dans cette vie. » Et pendant plusieurs années, il se moqua de ceux qui pratiquaient le sutra du lotus en disant « Personne n'a jamais atteint la bouddhéité grâce à ce sutra » ou « Pas une seule personne sur 1000 ne peut atteindre l'illumination grâce à ses enseignements ». Il est juste de penser que par plusieurs années, il désigne la période comprise entre 12 et 16 ans, lorsqu'il étudiait et pratiquait le bouddhisme sous la direction de Dozenbo. Puisque Dozenbo était attaché au Nembutsu en particulier, il est plus que probable qu'il l'enseigna à Zenichi Maro, qui était devenu son disciple. Si Zenichi Maro avait reçu un joyau de sagesse dès l'âge de 12 ans, il n'aurait jamais pratiqué le Nembutsu qu'il réfuta plus tard. Il pria afin de devenir l'homme le plus sage du Japon. Ainsi, le fait qu'il ait reçu un joyau de sagesse aussi brillant qu'une étoile semble indiquer que sa prière avait été exaucée. En outre, puisqu'il en a parlé à l'âge de 49 ans, puis à l'âge de 55 ans, c'est que ce joyau de sagesse donné par le bodhisattva Akasagarbha à cette époque-là constitua sans doute l'essence de son bouddhisme, qu'il déclara être la vérité suprême du bouddhisme et qu'il exposa durant sa vie. Nous présumons qu'il s'agit de Nammyo Horengekyo. Pourquoi Zenichi Maro désirait-il tant devenir l'homme le plus sage du Japon? En voici une des raisons. Vers cette époque-là, au Japon, le système impérial et aristocratique en place s'écroula et les samouraïs prirent alors le pouvoir. Les empereurs et les pairs étaient profondément attachés au bouddhisme dont le pouvoir aurait dû les protéger. Cependant, pourquoi subirent-ils une telle défaite? Il explique cette situation dans Les Empereurs du Pays Divin. Situé dans la province reculée d'Awa, le temple Seishoji n'avait pas la possibilité de rassembler tous les sutras de Shakyamuni, sans oublier les traités de moines érudits qui apparurent dans l'histoire du bouddhisme. Zenichi Maro devait aussi se rendre dans les centres d'autres écoles et écouter leurs dirigeants afin d'avoir une connaissance juste de leur doctrine. Rensho n'était pas sitôt devenu moine bouddhiste, se consacrant à l'étude à l'âge de 16 ans, qu'il se rendit d'abord à Kamakura. À cette époque-là, le gouvernement du shogun était établi à Kamakura, centre du pouvoir politique. Parallèlement, des temples bouddhistes y furent construits les uns après les autres et des moines influents furent invités à Tokyo. À cette époque dominaient principalement à Kamakura des écoles nouvelles, telles que le Nembutsu, le Zen et le Ritsu. Des enseignements comme ceux du Tendai, du Shingon et du Keigon étaient rares. Il était néanmoins utile d'aller à Kamakura pour y acquérir certaines connaissances en matière de bouddhisme. Ainsi, les doutes dont parlait Nichiren Daishonin dans la réfutation de Ryokan et d'autres prêtres ne doivent pas être considérés comme des doutes concernant le principe suprême du bouddhisme, mais surtout comme des doutes à propos des écoles qui abordaient ou enseignaient ce que lui-même avait déjà conçu. Il passa d'abord 4 ans à Kamakura, pendant lesquels il lut les sutras dans la salle des écritures du sanctuaire d'Ashiman à Tsurugaoka, tout en étudiant le Jodo et le Zen. Puis il retourna temporairement au temple Seishoji en 1242 à l'âge de 21 ans et écrivit un traité intitulé Sur l'atteinte de la bouddhéité à travers les préceptes, résultat de ses études à Kamakura. Afin d'étudier aussi les doctrines et les sutras d'autres écoles, il dut partir pour Kyoto et Nara, les centres bouddhistes du Japon. En particulier, le mont Hiei, situé au nord-est de Kyoto, était le centre le plus réputé du bouddhisme du grand véhicule fondé sur le Sutra du Lotus. Même après avoir dévoilé son enseignement et choisi le nom de Nichiren, il rendait hommage au mont Hiei et à son fondateur, le grand maître Dengyo, quand il les mentionnait et bien qu'il les reléguât dans le passé. Rensho étudia au mont Hiei sous la direction d'un moine nommé Nansho Bo Shunpan. Il eut la réputation d'avoir été un érudit bouddhiste remarquable qui jouissait d'un respect particulier, même au mont Hiei. Nichiren ne mentionne pas cette période d'études, sauf de façon succincte dans la réfutation de Ryokan et d'autres prêtres. Il dit « Et puis j'étudiais au mont Hiei, au temple Honjoji, au mont Kyoha et dans d'autres temples de la région de Kyoto et aux alentours. Nous avons donc très peu de détails sur cette période. Pour ce qui est des temples mentionnés plus haut, nous avons déjà parlé du mont Hiei. Quant au temple Honjoji, plus connu sous le nom de Miidera, est situé près du lac Biwa, au pied du mont Hiei. Il appartient à l'école Tendai. Le mont Kyoha était le centre d'études et de pratique de l'école Shingon fondée par Kobo Daishi, connu également sous le nom de Kubai.
Par la région de Kyoto, il voulait probablement désigner le Toji, autre temple célèbre de l'école Shingon et d'autres temples situés dans l'ancienne capitale. À part le bouddhisme, il a dû étudier en détail les livres d'histoire chinois ainsi que le confucianisme et acquérir un savoir étendu dans la vieille cité. Dans les alentours était située l'actuelle ville d'Osaka où il existe un temple appelé Shinten-no-ji, fondé par le prince Shotoku, 574-622. Osaka commença à être une ville vers le XVe siècle et était donc alors considérée comme la campagne. Trois des écrits que Rensho rédigea durant cette période subsistent aujourd'hui, sur la loi du précepte, sur les deux lois de la propriété physique et de la propriété spirituelle, et sur la réalisation des désirs. Il écrivit respectivement les deux premiers à l'âge de 21 ans et le dernier à l'âge de 23 ans. Ils décrivent les relations existantes entre les préceptes et les caractéristiques inhérentes à la vie humaine, de même que sur la stane de la bodhéité à travers les préceptes qu'il écrivit au temple Seishoji en 1242. On peut interpréter le précepte comme le point de départ de la pratique bouddhique. Mais compte tenu des sutras et des enseignements sur lesquels il se base, le précepte peut avoir plus ou moins de valeur. À sa manière, Nichiren Daishonin considérait le sutra du lotus et le Shingon comme étant semblables à peu de choses près, et il en tira la loi suprême, tandis qu'il critiquait strictement les enseignements Jodo. Aussi longtemps qu'il étudia dans l'école Oke Tendai, Nichiren plaça inévitablement le sutra du lotus et le Shingon dans la même catégorie, parce que cette école elle-même avait adopté ce principe. Quand plus tard il en vint à saisir la confusion, il critiqua sévèrement l'école Shingon. Après, sur les deux lois de la propriété physique et de la propriété spirituelle, Nichiren écrivit Le roi Shishikyo à l'âge de 25 ans et les empereurs Yao, Shun et Yu à l'âge de 26 ans. Ce sont cependant des souvenirs de ces années d'études qui ne peuvent être considérés comme des écrits officiels. Il écrivait sur la réalisation des désirs à l'âge de 28 ans afin de débattre des 5 paramitas. Tout ce qu'il écrivit avant de dévoiler sa doctrine est vaste, mais n'est pas compilé dans le Gosho Zenshu publié par la Soka Gakkai, étant probablement considéré comme négligeable pour la compréhension des enseignements de Nichiren Daishonin. Ces 12 années d'études à Kyoto, Rensho avait non seulement recueilli les pensées de maîtres et d'érudits bouddhistes, ainsi que celles des sutras qui corroboraient son illumination, mais il s'était aussi fait une opinion définitive quant aux erreurs des écoles bouddhistes existantes. Au printemps 1253, Rensho dit adieu au Shunpan et retourna dans sa province d'Awa. À midi, le 28 avril, il dévoila sa doctrine en présence des moines et des villageois au temple Seishoji. Il déclara que Nam-myoho Renge-kyo était la réalité suprême du bouddhisme et la voie qui menait à l'illumination. Parallèlement à cette déclaration, Rensho présenta probablement les réfutations des 4 principales écoles, le Nembutsu, le Zen, le Shingon et le Ritsu. Il déclara également qu'il prendrait le nom de Nichiren. Les villageois et les moines de la montagne, ainsi que les samouraïs de la région voisine, s'assemblèrent à cette occasion, car ils s'attendaient probablement à entendre des sermons édifiants sur le bouddhisme de la part de Rensho, qui avait étudié à Kyoto pendant 12 ans et qui était un prodige de la région. De plus, ils désiraient entendre de sa bouche le récit de ses expériences de voyage dans la capitale. Ils avaient en effet rarement l'occasion d'entendre parler de Kyoto, située si loin d'eux. Nichiren Daishonin a dû profondément étonner ceux qui l'écoutaient réfuter sévèrement le Nembutsu et le Zen, écoles auxquelles ils étaient attachés, et le Shingon auquel appartenait le temple Seishoji lui-même, tandis qu'il déclarait alors son intention de propager Nam-myoho Renge-kyo dont on n'avait encore jamais entendu parler. Tojo Kagenobu, surtout, le seigneur du district de Tojo, qui était présent dans la foule, a dû se fâcher sérieusement, d'autant plus qu'il adhérait à l'école Jodo et qu'il était d'un tempérament emporté. Il contint sa colère dans la foule, mais il tendit une embuscade à Nichiren qui descendait du temple Seishoji après sa déclaration. L'ancien maître de Nichiren, Dozenbo, qui pratiquait le Nembutsu, était mécontent de Rensho, mais avait encore de la bienveillance pour son disciple. Il l'aida à s'échapper, demandant à ses 2 meilleurs disciples de lui servir de guide. Tout
Toute sa vie durant, Nichiren Daishonin apprécia profondément la chaleureuse considération qu'il lui avait montrée. Une fois descendu sain et sauf du temple Seishoji, Nichiren a dû rendre visite à ses parents et les persuader avec toute sa sincérité de partager sa croyance. Ils devinrent ses premiers disciples. Il donna respectivement à son père et à sa mère les noms de Myonishi et de Myoren. Il avait à peine pris du repos qu'il s'embarqua pour Kamakura, où il commença à propager la loi très sérieusement. La déclaration de la doctrine de Nichiren est un événement primordial, non seulement dans sa vie, mais aussi pour tous ceux qui croient à son enseignement dans la dernière période de la loi. Mais pourquoi choisir le temple Seishoji dans la province d'Awa ? L'effet eût été supérieur s'il avait fait sa déclaration au mont Hiei, qui était alors le centre du bouddhisme. Une lettre qu'il adressa aux habitants du temple Seishoji en 1276, il dit ceci. Depuis que j'ai proclamé Nam-myoho Renge-kyo pour la première fois en présence de Joenbo et d'un petit nombre de personnes le 28 avril 1253 au temple Seishoji situé dans le district de Tojo, dans la province d'Awa, afin d'obtenir la gratitude du bodhisattva Akasagarbha. En d'autres termes, ce fut ce bodhisattva qui répondit à la prière de Zenichi Maro de devenir l'homme le plus sage du Japon et lui donna l'illumination de Nam-myoho Renge-kyo, sagesse suprême à enseigner à tous les hommes dans la dernière période de la loi. Nichiren choisit donc le temple qui abritait le bodhisattva Akasagarbha pour révéler son illumination afin d'exprimer sa profonde reconnaissance envers le bodhisattva. Il donna à cela une autre raison dans les persécutions subies par le Bouddha qu'il écrivit le 1er octobre 1279. Il dit « C'était midi le 28 avril 1253 au temple Seishoji, situé dans le village de Tojo. Tojo est maintenant un district, mais il constituait alors une partie du district de Nagasa dans la province d'Awa. Là se trouve ce qui était alors le second sanctuaire, maintenant devenu le plus important, dédié à la déesse du soleil, construit par Minamoto no Yorimoto, fondateur du shogunat de Kamakura. La déesse du soleil est censée être la divinité ancestrale japonaise qui symbolise la vie du peuple japonais. Que le principal sanctuaire de cette déesse soit situé dans la province d'Awa veut dire que cette dernière est le centre le plus important du Japon. On considère généralement que c'est l'explication du choix de Nichiren. Traversant en bateau l'actuel canal Uraga, portail de la baie de Tokyo, Nichiren Daishonin débarqua sur la plage de ce qui fut plus tard appelé Yokosuka. Puis, suivant la route de Miura, il arriva à Nagoe, au sud-est de Kamakura. Là, Nagoe, le seigneur de son lieu de naissance, Kominato, et chef d'une des familles du clan Hojo, possédait un fief. Nichiren construisit une chaumière dans la vallée de Matsubagayatsu, probablement grâce aux bons soins de cette famille, et en fit le centre des activités de propagation à Kamakura. Ce fut Nisho qui devint son premier disciple. Plus tard, il fut l'un des 6 moines aînés. Nisho était de Shimusa, actuelle partie nord de la préfecture de Shiba, d'où Nichiren était originaire. Nisho avait 1 an de plus que lui. Vers l'époque à laquelle Nichiren étudia le bouddhisme au mont Hiei sous le nom de Rensho, Nisho y étudiait aussi les doctrines bouddhiques sous le nom de Joben. Il avait cependant des doutes quant à la doctrine du mont Hiei et ces doutes ne furent pas levés. Puis il entendit dire que Nichiren enseignait une nouvelle doctrine. Il lui rendit visite. Quand il interrogea Nichiren, ce dernier dissipa aussitôt ses doutes. On dit alors qu'il devint son disciple en novembre 1253. 2 personnes devinrent disciples de Nichiren Daishonin. L'une d'elles était le neveu de Nisho qui avait alors que 10 ans. Plus tard, il se fit moine et reçut le nom de Nishiro. Il fit ensuite partie des 6 moines aînés. L'autre personne était un laïc, Toki Goro Tanetsugu. Il habitait Nakayama, dans la province de Shimusa, lieu de naissance de Nisho. Il était officier au service du gouvernement du shogun, c'était un puissant samouraï à Shimusa, et c'est grâce à son influence que les laïcs tels que Ota Nyudo et Soya Nyudo devinrent croyants dans les années qui suivirent. Un autre groupe de laïcs se convertit en 1256, il se composait de Shijo Kingo à Kamakura, Kudo Yoshitaka, seigneur du district d'Amatsu, dans la province d'Awa, Ikegami Munenaka et Ebara Yoshimune, qui habitaient la région de l'actuel Tokyo.
ainsi, une nouvelle organisation religieuse, quoique encore très peu importante, se constitua avec ceux qui étaient profondément conscients et mécontents des écoles bouddhiques existantes. Pendant ce temps, en 1254, Nichiren écrivit « Louange des 10 rois », « Les 8 grands enfers » et « Des débats ». L'année suivante, il rédigea à propos du débat avec l'école zen sur le Nembutsu, sur l'atteinte de la bouddhéité en cette vie et sur le souverain, le maître et le parent. En 1256, il écrivit « La distribution des bienfaits, la chaîne de la causalité aux 12 maillons et les enseignements provisoires ». Et en 1257, les 38 enseignements, les 3 rois des enseignements, les 3 moyens de propagation et les 6 états inférieurs et les 4 nobles états. Les écrits sont nombreux, mais de par leur contenu, ils sont destinés à l'étude théorique. Chacun d'entre eux est relativement court et n'a pas une signification spéciale quant à la doctrine de Nichiren Daishonin. Puisqu'il en était alors au début de la propagation, il mit l'accent sur les activités consacrées au dialogue sincère avec les autres. Il semble avoir écrit ses traités pendant ce type d'activité. L'atteinte de la bouddhéité en cette vie est probablement le traité le plus important pour clarifier la doctrine de Nichiren. Dans cet écrit, il dit que, afin d'atteindre la bouddhéité en cette vie, il faut se rendre compte que Nam-myoho Renge-kyo contient de façon complète et exprime l'ultime vérité de la vie humaine. Cet écrit est extrêmement court, mais dans sa concision, il montre ce qu'il faut considérer comme la charpente de la doctrine de Nichiren. Dans son contenu, bien qu'il révèle dans son style et dans son expression l'influence de Tiantai, il met en lumière les enseignements pratiques de Nichiren Daishonin lui-même.